Donc, nous sommes la plateforme de crowdfunding qui finance les projets à impact qui changent un peu la vie des gens, leur quotidien. Et plus précisément, ce soir, un sujet de santé présenté par un de nos projets chouchous. Si nous en avions un, voilà, un projet qu'on suit depuis longtemps, dont on connaît bien l'équipe et avec qui on a un fit privilégié, je dois dire. Mais ça ne nous empêche pas de rester objectif. Voilà, Peptinov, donc, qui développe un candidat médicament contre l'arthrose, qui plus précisément prévient l'arthrose. Donc ce soir, nous sommes en présence de René Azoulay, qui a les fonctions de directeur général, Hervé Do, qui a les fonctions autour de la finance, et Jean-François Zaguri, qui est comment dirais-je, la caution scientifique, eu égard le nombre de parutions à ton compte, Jean-François. Donc, vous faites l'honneur de nous présenter la trajectoire de Peptinov, son état des lieux. Et sans déflorer plus le sujet de ce soir, on est content que vous ayez passé cette étape fatidique parfois et salvatrice aussi, qui est l'entrée dans la phase clinique qui vous permet de tester aujourd'hui sur l'homme. Voilà. Donc, merci encore à vous. Ils sont en levée de fonds depuis 1 semaine et demie. On est déjà à 86 000 collectés. On recherche 200 000. Sur souscription possible de 200 000 euros, 300 000 euros, pardon, ce qui ferait un total de 500 000. Voilà, qui s'inscrivent dans une levée de fonds plus large qui a pour vocation de financer cette phase 1. Je vous laisse, messieurs, nous présenter l'état des lieux. Merci encore. Merci Antoine. Bonsoir à tous. Donc René Azoulay, et merci du temps que vous nous consacrez, et pour plusieurs d'entre vous, puisque j'ai reconnu plusieurs noms, ça m'a fait plaisir de vous revoir en ligne. Comme Antoine l'a dit, nous venons de franchir une étape essentielle dans notre développement avec les tout premiers patients injectés, ce qui est pour à la fois un jalon crucial pour le développement et la crédibilité de Peptinov, mais aussi pour nous une étape auquel on tenait tout particulièrement, une étape qui crée une crédibilité, je pense, pour la société. Alors, j'ai conscience que dans cette vidéo, nous avons à la fois des personnes qui nous connaissent et qui nous ont suivis même 2 fois dans Happy Capital, qui est vraiment, comme Antoine l'a dit, un partenaire avec qui on a une relation privilégiée, on se comprend parfaitement. Et de l'autre, des personnes qui sont entièrement nouvelles. Et donc, on a essayé de s'adresser aux uns et aux autres, à la fois en rappelant ou en exprimant ce que fait Peptinov. Donc, désolé pour ceux qui nous connaissent, mais ce sera une façon de réviser l'immunothérapie active. Et de l'autre, donc, on va aussi s'adresser aux actionnaires existants en leur exprimant les nouveaux développements en mettant l'accent sur les nouveaux développements depuis 1 an, c'est-à-dire depuis la dernière levée avec Happy Capital. Nous sommes une biotech qui existe depuis 2010, basée à l'hôpital Cochin, et c'est à l'hôpital Cochin qu'a lieu notre essai clinique de phase 1, sous l'égide du CIC Cochin Pasteur, qui comprend à sa tête Odile Launay, qu'on voit très fréquemment en ce moment à la télé parce qu'elle fait partie du comité Covid. Donc, nous sommes spécialisés en immunothérapie active. Je ferai un rappel dans 2 minutes, mais ça consiste à faire intervenir le système immunitaire des patients pour combattre l'excès de leurs propres protéines lorsque cet excès est pathogène. Nous avons une équipe qui est très complémentaire et très soudée. La complémentarité à la fois dans le domaine business, on a des backgrounds assez variés en termes de certains viennent du monde de la pharma, du transport aérien en ce qui me concerne, du service, du monde du service pour Hervé. Bref, donc une vraie expérience business, et côté scientifique, une forte solidité avec des bioinformaticiens, des chimistes, des experts en biologie, un expert en développement clinique et en vaccinologie. Donc, on a ce mélange de compétences et cette diversité qui fait, à mon avis, la force principale de Peptinov, qui est soutenue par un conseil stratégique avec donc
est-ce qu'on a perdu l'écran à nouveau? Non, on est toujours là. C'est bon. Un conseil stratégique avec un patron de mutuelle, avec un ancien dirigeant d'une entreprise pharmaceutique et un expert en financement de l'innovation, et qui se réunit une fois toutes les 6 semaines environ et qui participe souvent à des réunions de travail entre 2 réunions du conseil stratégique, vraiment pour participer à l'élaboration de la stratégie. Et enfin, un conseil scientifique avec des rhumatologues de réputation mondiale, notamment dans le domaine de l'arthrose. On a en réalité 2 conseils scientifiques parce qu'on a aussi une activité, j'en parlerai tout à l'heure, dans le domaine de la douleur post-chirurgicale. Je ne commente pas les chiffres tout en disant que les augmentations de capital ont fortement augmenté depuis 2 ans, ainsi que les aides de la BPI. Et donc, le fait qu'on est maintenant en phase clinique, ce qui a une incidence nouvelle sur le développement et la façon dont on regarde Peptinov. Alors, le rappel sur l'immunothérapie active. Le problème est le suivant. Lorsque vous avez une protéine pathogène, c'est-à-dire dont l'excès crée une maladie, comment faire en sorte que le système immunitaire réagisse alors qu'il n'a pas envie de réagir spontanément puisque c'est sa propre protéine? Et la réponse que Peptinov apporte est la suivante. Donc, d'abord, excusez-moi, je me suis emmêlé les pinceaux, l'arthrose, qui est notre objectif principal. Donc, l'arthrose est un problème qui touche 250 millions de personnes dans le monde, pour lequel il n'existe aucun traitement et dont les coûts sont très importants pour la collectivité, à la fois pour les systèmes de santé et pour les sociétés. Il n'y a pas de traitement, et on sait en revanche qu'il y a une cause inflammatoire dans au moins 70% des cas, qui est l'excès d'une protéine qui s'appelle l'interleukine 6 ou IL6. D'où l'idée, peut-on stopper l'arthrose en stoppant l'excès de la protéine IL6? Donc c'est ce que fait Peptinov, et Peptinov veut stopper cette inflammation chronique causée par l'excès d'IL6 avec les anticorps des patients eux-mêmes, ce qui ouvre un marché considérable, évidemment, et aussi ouvre la porte à des économies pour les systèmes de santé. Et je repose la question, comment fait-on pour faire générer des anticorps par l'organisme des patients lorsque la cible, ce sont ses propres protéines? Donc voici la réponse de Peptinov, son produit. On part donc d'un petit bout de la protéine ciblée, c'est-à-dire l'IL6 en l'occurrence. Ce petit bout, on appelle ça un peptide. Il a été choisi par bioinformatique et il a donné son nom d'ailleurs à la société Peptinov. On lui adjoint une protéine porteuse et cette protéine porteuse a une vertu principale, c'est d'apporter un caractère étranger vu du système immunitaire. Donc la somme des deux, c'est le produit anti-IL6 de Peptinov, on appelle ça un conjugué immunogène qui a 2 caractéristiques. Petit 1, il ressemble à l'IL6 puisqu'il y a les peptides de l'IL6, et de l'autre, il est perçu grâce à la porteuse comme étant étranger par le système immunitaire. Dès lors, que se passe-t-il quand on injecte le produit à un patient? Donc là, on voit un patient avec de l'inflammation dans le genou en orange. On injecte le produit. Le système immunitaire se dit, tiens, un produit étranger, je vais réagir, je vais produire des anticorps, ce sont ces petites bêtes-là, qui vont s'attaquer. Alors, ils croient s'attaquer uniquement au traitement qu'on injecte, mais comme ce traitement ressemble à l'IL6, en fait, il neutralise aussi l'IL6 surproduite. Donc, c'est là l'astuce, et c'est l'invention de Jean-François Zaguri, donc d'avoir réussi à provoquer des anticorps neutralisants qui vont neutraliser la protéine ciblée elle-même et pas seulement le produit qui est injecté. Donc, et ce, donc, avec ses propres anticorps, ce qui a induit des avantages pour les patients. Donc, simplicité d'utilisation, une simple injection sous-cutanée fait qu'on a des anticorps pour 3-4 mois. Donc, la durée précise, on la connaîtra lors de l'essai clinique de phase 1. On sait que chez le singe, il y avait à peu près 4 mois d'existence des anticorps après injection du traitement. Pas de résistance au traitement parce que les anticorps sont endogènes. Ça signifie que votre corps ne va pas réagir contre ce qu'il sécrète lui-même. Il sécrète des anticorps, donc on pourra répéter les injections. Et les coûts de production sont très bas comparés notamment à ce qu'on appelle les biothérapies. Il existe des produits anti-L6 biothérapie, mais qui sont extrêmement chers, qui sont faits dans des réacteurs spécialisés à partir de souches animales.
Donc voilà un peu le principe de l'immunothérapie active. Le marché dont on parle, le marché de l'arthrose, donc 250 millions de personnes, on l'a dit, en croissance à cause du vieillissement des populations, notamment occidentales, et de l'obésité. On en prend 70% pour avoir le marché adressable, l'arthrose inflammatoire. On se concentre dans un premier temps sur l'arthrose inflammatoire du genou, 88 millions de personnes. Et comme le but, c'est de pouvoir revendre une ou des licences de notre produit à un ou plusieurs laboratoires pharmaceutiques, donc ils vont cibler initialement des marchés, et on a estimé pour eux qu'il y avait 12 millions de personnes concernées dans leurs marchés cibles probables initiaux de l'Union européenne, des États-Unis, le Canada et le Japon. Donc ça, c'est le marché. Et ces chiffres ne tiennent pas compte des autres maladies. Il y en a une quarantaine où est impliqué l'excès d'IL-6. Donc vous avez des maladies inflammatoires chroniques, des douleurs chroniques, des maladies du vieillissement, ce qu'on appelle l'inflammaging, donc qui sont causées par l'inflammation chronique, certains cancers. Et aussi, de plus en plus, on retrouve chez des gens qui sont fatigués ou un syndrome dépressif de l'IL-6 en excès. Et il semble d'ailleurs que dans ce qu'on appelle le Covid long, il y ait un excès d'IL-6. Donc tout ceci se tient. L'IL-6 est une bonne chose en quantité normale, mais quand ça devient surproduit de façon chronique, ça donne lieu à toutes sortes de pathologies. Et il n'y a aucune raison, en ce qui nous concerne, donc de nous limiter au seul marché de l'arthrose, au moins sur le papier. Quels sont maintenant, je m'adresse plus particulièrement aux personnes qui nous avaient suivis et nous aidés depuis l'année dernière, depuis mars de l'année dernière. Que s'est-il passé, les derniers développements? Donc, en mai de l'année dernière, autorisation d'entrée en phase clinique de l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament et du comité d'éthique. En juin, donc, nous avons clôturé la levée d'1 million d'euros que nous visions. On a eu un peu peur en début d'année avec le Covid, précisément parce que effondrement des marchés et frilosité des actionnaires. Mais finalement, on a pu quand même lever 965 000 euros, qui était tout proche du but recherché. Nous avons eu aussi 2 distinctions d'organismes européens, l'EIT Health qui nous a donné un statut Gold, qui paraît-il n'est délivré qu'à une biotech sur 4, et surtout le projet Horizon 2020 de l'EIC qui attribue des subventions, nous a donné ce qu'ils appellent un Seal of Excellence avec une note de 14,05 sur 15, qui est une forme de reconnaissance. On verra plus tard si ça nous rapporte autre chose que de la reconnaissance européenne. En mars, donc cette année, enfin, les premiers patients ont reçu leur première injection. Alors, je vais être clair, on espérait démarrer plus tôt. L'essai clinique, techniquement, avait démarré dès le mois de septembre, mais pendant 4 mois, 5 mois, le médecin en charge de l'essai clinique et de la sélection des patients a eu du mal à convaincre des patients du fait de la peur du Covid, de la peur des vaccins, de la peur d'aller à l'hôpital. Enfin bref, tous ceux qui s'étaient déclarés intéressés au début ne signaient pas leur consentement éclairé et il ne s'est rien passé jusqu'à la fin de l'année. Et là, on a un peu pris le taureau par les cornes. On a eu l'autorisation de contacter d'autres rhumatologues pour qu'ils servent en quelque sorte de rabatteurs aux médecins de Cochin. On a fait intervenir certaines de nos relations et nous avons donc maintenant les premiers patients après ce retard initial. Je terminerai donc ce récapitulatif des derniers développements en disant qu'un élément important aussi, c'est l'élargissement du potentiel du produit anti-IL-6. Donc, je disais tout à l'heure en introduction que nous avions un deuxième comité scientifique, en plus du comité scientifique arthrose, qui lui est dans la douleur chronique post-chirurgicale. Donc dans à peu près un quart des chirurgies, par exemple les chirurgies du genou, vous avez des douleurs qui perdurent au-delà de 3 mois et qui souvent durent des années. Et une fois que les douleurs sont installées, il est souvent très difficile, voire pire, de s'en débarrasser. Donc, on s'est adressé aux spécialistes de la douleur parce qu'on savait que ces douleurs chroniques sont elles aussi sujettes à des excès d'IL-6. Et du coup, on a mis sur pied avec le principal spécialiste au monde de la récupération post-chirurgicale, qui est un
un médecin danois, donc un essai clinique de phase 2 potentiel, donc ceci étant assujetti bien sûr à des levées de fonds ultérieures, un essai clinique visant à voir si les patients qui auraient été traités avec le traitement anti-L6 de Peptinov donc ne développeraient pas ces douleurs après leur chirurgie. Ce qui a un avantage aussi à côté de l'essai clinique arthrose d'être relativement rapide. Donc ça, c'est l'élargissement du potentiel du produit anti-L6 lui-même. Nous avons aussi élargi notre pipeline R&D parce qu'il est toujours bon pour une biotech de ne pas avoir une seule cible, mais d'avoir quelques fers au chaud. Nos fers au chaud sont essentiellement dans deux domaines. Le domaine vétérinaire, où on a des tests chez la souris actuellement pour tester si on peut produire des anticorps contre l'IL6 canine, pour la cible maladie étant l'arthrose du chien, et puis aussi dans le cancer, avec l'inhibition potentielle de protéines qui sont impliquées dans de nombreux cancers dont elles masquent l'existence au système immunitaire. Donc si on arrive à inhiber ces protéines qui masquent, eh bien on peut stopper le développement de ces cancers. Donc là, pour l'instant, on en est vraiment au stade de la R&D chez la souris, mais ce qui est sympathique, c'est qu'on est déjà parvenu à susciter des anticorps contre ces cibles-là. Donc ce potentiel est là et aussi est pris en compte dans l'appréciation de la valeur de Peptinov. Je terminerai avec un dernier concept, bon, sans insister parce que sinon je mets mal à l'aise Jean-François Zaguri qui est sur cet appel. Les médecins parlent de plus en plus d'un problème général, ils appellent ça l'inflammation de bas grade. Vous avez l'acronyme anglais, Chronic Low Grade Inflammatory Phenotype. Cette inflammation de bas grade qui se traduit par une multiplication de 2 à 4 des protéines inflammatoires, des niveaux des protéines inflammatoires, se traduit avec le temps, et ça peut être plusieurs années, par toutes sortes de maladies que vous voyez décrites ici. Bon, je ne vais pas les traduire une par une, mais vous vous doutez que ça représente un nombre considérable de maladies suscitées par l'inflammation de bas grade, et notamment les maladies cardiovasculaires, mais beaucoup d'autres. Donc, ce que nous sommes en train de tester, c'est est-on capable, nous, Peptinov, d'induire une inflammation de bas grade chez l'animal, chez le singe. Il n'existe pas de modèle singe actuellement. Donc, on essaye de mettre au point un modèle singe avec une société française. Et ensuite, on testera l'éventuelle efficacité de notre produit anti-L6 contre cette inflammation de bas grade. Et si c'est le cas, je peux vous dire que là, le potentiel du produit, qui est déjà énorme dans l'arthrose et dans d'autres maladies, deviendrait phénoménal. Donc voilà en gros les derniers développements depuis l'année dernière. Je vais donc la transition avant de passer avec Hervé. Donc je pense que vous n'arrivez pas à lire complètement ce qu'il y a écrit en dessous. Donc là, il y a une levée de fonds que nous prévoyons en 2021, cette année, comme on fait chaque année, mais cette fois pour réaliser le pont pour aller jusqu'en phase 2 d'essai clinique. Donc nous avons démarré la phase 1 en mars. Elle va durer 16 mois, cette phase 1. On va devoir attendre après 3 mois les résultats officiels pour savoir quel patient a reçu un placebo, quel patient a reçu le produit, et est-ce qu'ils ont bien développé des anticorps contre l'IL6, est-ce qu'ils se sentent mieux, est-ce que les douleurs sont moindres, etc. Donc on aura tous ces résultats, mais seulement à la fin de l'essai clinique. Donc, on veut lever des fonds pour aller jusqu'à cette période-là et enchaîner dans la foulée avec un ou plusieurs essais cliniques. Et pour vous en dire plus, je passe la parole à Hervé. Merci René. Est-ce que le son passe toujours bien, Antoine? La présentation, ça va? Parfait, là, c'est stable. Très bien. Donc, vous pouvez voir sur cette diapositive le plan de développement prévu pour Peptinov. Alors, je précise rapidement pour les gens qui ne sont pas au fait du plan de développement classique d'une biotech. En fait, pour tout médicament, en fait, on doit passer d'abord par un développement dit préclinique, c'est-à-dire chez l'animal, et ensuite par 3 phases cliniques différentes chez l'humain, avant donc la mise sur le marché d'un médicament. La phase clinique 1 a pour objectif de déterminer si le produit est bien toléré par les patients. La phase clinique 2 a fait la première preuve de concept de l'efficacité, donc dans la maladie ciblée. Et la phase 3, donc, a vraiment validé l'efficacité dans un groupe de patients très large, 500 000 patients. Donc, comme vous pouvez le voir sur la slide, nous en sommes à la phase clinique 1
Et j'insiste sur le fait que pour une bibliothèque telle que la nôtre, c'est une étape, donc une réalisation considérable, puisque nous avons jusqu'à présent été financés donc par des levées telles que celles que nous avons menées avec Happy Capital, par des fonds donc provenant de business angels privés, de Friends and Family, etc. Et donc c'est vraiment une réussite pour une bibliothèque petite telle que la nôtre d'arriver à un tel stade de développement. Donc suite aux résultats précliniques et à l'autorisation que nous avions obtenue en 2020 donc pour lancer notre essai, donc celui-ci a été démarré donc à l'hôpital Cochin. Et donc, nous avons la joie de pouvoir dire que nous avons injecté jusqu'à présent 2 patients et que tout se passe bien. Et donc, cette phase clinique va durer jusqu'à, a priori, mi-2022 et donc aura pour objet donc, de valider la tolérance du produit chez 24 patients atteints d'arthrose inflammatoire du genou. Et l'objectif, donc, au-delà de cet aspect tolérance qui est bien entendu essentiel, c'est également de valider la production d'anticorps anti-IL6 chez ces patients. Donc, suite à cette phase, donc pour laquelle nous sommes très optimistes, nous lancerons une phase clinique 2 dans l'arthrose, donc qui aura lieu entre 2023 et 2024, donc qui aura pour objet de valider l'efficacité du produit chez les patients atteints d'arthrose. Et si les fonds que nous arrivons à lever sont suffisants, comme le disait René, nous allons mener en parallèle une phase 2 clinique dans des patients atteints de douleurs post-opératoires. Et suite à une phase 2 réussie, une ou plusieurs phases 2 réussies, on peut réaliser une session de licence de notre produit auprès d'un partenaire industriel pharmaceutique qui mènera lui la suite du développement. Et cette session de licence va ramener des revenus importants pour la société qui se traduiront par un premier versement qu'on appelle upfront, qui se chiffre en général à plusieurs millions d'euros, et des versements successifs auront lieu au fur et à mesure que le développement du produit avancera, pour finalement se terminer par des royalties donc lorsque le produit sera commercialisé. Et donc, bien entendu, lorsqu'on réalisera cette session de licence donc auprès d'un partenaire pharmaceutique, à ce moment-là, se dessinera l'horizon de sortie pour les investisseurs donc de Peptinov, en particulier pour ceux qui nous suivent via la plateforme Happy Capital. Ceux qui le souhaitent, parce que tout le monde Ceux qui le souhaitent, tout à ne fait. sera pas obligé de sortir. Mais on veut donner cette possibilité à ce moment-là. Tout à fait. Donc, en termes de valorisation, bien entendu, chaque étape donc atteinte par la société se traduira par un saut de valorisation qui sera assez important. Donc, René l'a expliqué, en fait, la valorisation a déjà augmenté depuis la dernière fois que nous sommes adressés aux investisseurs de Happy Capital, donc notamment parce que nous sommes finalement entrés en phase clinique. Et donc, vous pouvez voir ici les estimatifs de saut de valorisation qu'on peut attendre donc, au fil des différentes phases, qui sont basés sur ce qu'on a pu observer dans des sociétés comparables dans le domaine de la biotech. Peut-être on peut dire aussi par anticipation une réponse en répondant à une question qui était posée avant. Bon, qu'est-ce qu'on peut espérer compte tenu du fait qu'il va y avoir une dilution du capital à un moment donné lorsqu'il y aura les investisseurs de phase 2, mais une forte augmentation de valeur quand on va sortir de phase 1 clinique et rentrer en phase 2. Bon, on peut espérer qu'in fine, pour les investisseurs, le range de multiplicateurs aille, disons, de 5 fois à 20 fois à peu près, comme ordre de grandeur par rapport aux investissements initiaux. Voilà. Le paramètre principal étant la valorisation atteinte post-phase clinique 2, puisque c'est vraiment ça qui va déterminer le multiplicateur, et donc tout dépendra bien entendu des résultats obtenus en clinique. Ici, vous voyez l'évolution de la valorisation entre 2019 et 2021. Donc, la valorisation pré-monnaie en décembre 2019 était à 14 millions d'euros. Donc, une fois que nous avions achevé le développement préclinique et que nous avions validé donc le succès de l'étude de toxicité menée chez l'animal, qui était un point clé avant le passage en clinique. Donc, suite à la levée d'environ 1 million d'euros que nous avons menée l'an dernier, donc la valorisation post-monnaie est bien entendu à 15 millions. Et cette année, donc 18 millions, valorisation pré-monnaie, donc qui tient compte des différents points précisés ici. Donc, l'autorisation obtenue pour entrer en phase 1 qui n'avait pas été prise en compte lors de la dernière valorisation, le lancement effectif de l'essai de phase 1 avec les premiers patients injectés, et en bonne santé. Et en bonne santé. Et l'extension dont parlait René, donc à la fois des applications du produit anti-IL6 et l'extension de notre pipeline R&D. Donc, je précise que ces valorisations sont
je dirais, dans les fourchettes qu'on peut attendre pour une biotech à ce stade de développement. Au niveau du financement recherché et des prochaines étapes, on cherche à lever actuellement 2 à 2,5 millions pour financer Peptinov jusqu'à la fin de la phase, jusqu'à la phase 2, donc ce qui veut dire environ jusqu'au 4e trimestre 2022. Et donc, ces fonds serviront à mener les opérations de l'essai clinique de phase 1, les opérations de Peptinov en général, à la poursuite des expérimentations du pipeline R&D et à réaliser un modèle chez l'animal d'inflammation de bas grade afin de nous ouvrir cette possibilité donc de développement. Et bien entendu, finalement, à préparer l'essai clinique de phase 2, que ce soit d'un point de vue opérationnel, mais également d'un point de vue levée de fonds auprès des acteurs institutionnels, donc les fonds, fonds pharma, fonds venture capital, etc. Au niveau des sources, elles sont précisées ici. Donc, il y a une source importante qui est notre actionnaire de référence, qui est le groupe de prévoyance et de mutuelle IRSEM, donc qui a indiqué vouloir maintenir sa participation à 10% du capital de Peptinov et qui devrait donc investir à ce tour environ 300 000 euros donc, pour maintenir leur participation. Donc, par ailleurs, nous allons nous adresser à BPI France. Donc, cette fois-ci, ça sera du non dilutif. Et nous prévoyons de leur demander un financement de 500 à 700 000 euros, qui sera, je dirais, fonction de ce qu'on arrive à lever là dans les 3 à 6 prochains mois. Par ailleurs, nous sommes adressés, bien entendu, à Happy Capital, donc avec une levée prévue donc, de 200 000 euros avec un plafond de sursouscription qui peut aller jusqu'à 500 000 euros au total. Nous sommes adressés aux Business Angels des grandes écoles, Badge, qui ont déjà investi l'an dernier chez Peptinov, et à des actionnaires existants qui ont indiqué vouloir de nouveau revenir au capital, ainsi que de nouveaux Business Angels. Et nous sommes relativement optimistes pour l'instant quant à la menée de cette levée de fonds, qui se passe plutôt bien donc pour ce démarrage. Donc j'indique, je répète, comme disait Antoine, que nous avons levé 86-87 kg euros pour l'instant donc sur la plateforme Happy Capital. Et je me permets d'ajouter qu'en assemblée générale qui lançait l'augmentation de capital aujourd'hui, on a déjà eu, vous avez déjà eu des velléités de réinvestissement sur des actionnaires historiques. Tout à fait. Oui, parce qu'ils voient que les choses avancent et ce qui est sympathique, c'est que sans qu'on on les ait sollicités, plusieurs actionnaires existants, sachant qu'on faisait une assemblée générale pour augmenter le capital, nous ont déjà écrit ou appelé pour nous dire est-ce qu'on peut réinvestir. Merci René. Donc les principales échéances, j'en ai déjà parlé, sont listées ici. Donc notre essai clinique principal de phase 2 ciblera l'arthrose. Et si nous levons les fonds nécessaires, donc on estime la fourchette de 10 à 20 millions d'euros. On mènera, si on peut, un essai clinique en parallèle dans la douleur post-opératoire. Donc cela afin de multiplier les chances de succès et de multiplier également les chances d'attirer un partenaire pharmaceutique industriel, donc qui pourrait être intéressé par une ou plusieurs applications de notre produit. On l'a mis en italique pour signifier le fait que c'est pas on va de toute façon faire l'arthrose. Donc l'essai post-op dépendra de notre capacité à lever suffisamment d'argent pour la phase 2. Donc au niveau des caractéristiques de la levée de fonds Happy Capital, donc Antoine du bas, on a déjà parlé un petit peu. Donc la levée sera menée jusqu'au 25 mai. Donc une prolongation est possible, bien entendu, si ça se passe très bien. Et le capital donc réservé aux investisseurs de Happy Capital sera détenu via la holding qui existe déjà, donc Peptinov Capital, et qui détient à ce jour environ 5% du capital de Peptinov. La valeur de l'action Peptinov Capital est bien entendu corrélée à la valeur de l'action Peptinov, et donc au fil donc de l'avancée du projet de Peptinov, donc la valeur de Peptinov Capital s'accroît donc en parallèle. Les clauses de sortie prévues dans les pactes de Peptinov Capital sont classiques, donc sortie conjointe, sortie forcée, etc. Votre investissement est éligible à la réduction d'impôt sur le revenu, donc dite IRPME, donc de 25%. Si le décret donc de la Commission européenne donc valide ce taux, et 18% sinon. L'investissement minimum est fixé à 1010,35 €, ce qui correspond à 11 actions donc de Peptinov, la société cible. Et donc nous avons levé 86-87 kg euros à ce jour. Donc nous sommes très proches du seuil de validation et donc nous sommes très optimistes quant au fait de l'atteindre très prochainement.
Très bien. Merci Hervé. Je termine et puis après on pourra répondre à vos questions. Je ne vais pas passer en revue les membres de l'équipe IL6. Donc ça, ce sont les personnes qui, je dirais, au quotidien discutent de l'avancée de l'essai. Je précise d'ailleurs dans le cas de Jean-François qui est sur ce call qu'il est aussi il est le fondateur de Peptinov et celui qui avait mis au point donc la technique d'immunothérapie active dont on parle. Jean-Pierre Salle, lui étant celui qui nous a conduit jusqu'en phase clinique. Bon, mais s'il y a deux adjectifs qui nous qualifient bien, je dirais l'un, c'est qu'on est solide, et la deuxième, c'est qu'on est complémentaire. Vraiment, le fait qu'on ait des points de vue différents et des compétences différentes, c'est pourtant, bon, c'est pas une grosse équipe, donc 6 sur le projet IL6 et 10 personnes en tout dans Peptinov. Et croyez-moi, j'ai dirigé des groupes beaucoup plus gros. Je vois vraiment la richesse de celui-ci, du fait de sa diversité et du fait, encore une fois, que les gens sont solides et sont engagés dans le projet depuis plusieurs années. On termine donc j'ai évoqué tout à l'heure les membres du conseil stratégique donc qui sont à droite. Peut-être que j'ai pas assez insisté sur le premier, Alexis Collomb, qui est outre qu'il est expert en investissement, il est aussi expert en financement de l'innovation. Et le deuxième, André Abric, qui a dirigé jusqu'en juin dernier un groupe pharmaceutique japonais en France, est extrêmement expérimenté dans les négociations à la fois avec les autorités de santé et puis pour les accords de licence. Donc, c'est une aide précieuse qui nous apporte sur la façon de gérer notre développement clinique. Je ne reviens pas sur le conseil scientifique, vous les avez vus. Et enfin, en conclusion, donc, je dirais nous voudrions vraiment changer le monde en toute prétention, mais en étant très modeste parce que pour l'instant, on n'a rien changé du tout. Nous sommes en essai clinique de phase 1, mais on voudrait apporter un premier traitement curatif de l'arthrose. Alors, j'insiste sur le mot curatif, ce qui est aussi une question qu'on a eue. Êtes-vous curatif ou êtes-vous simplement symptomatique ou traitement de confort? Non, nous sommes curatifs au sens où on s'attaque à une cause qui donne lieu à l'inflammation et plus tard à la dégradation cartilagineuse. Simplement, on a peut-être une cible qui sont les stades précoces de l'arthrose, parce qu'une fois que le cartilage est complètement détruit, à part l'opération ou d'éventuelles futures biothérapies qui sont en phase clinique comme nous, qui pourraient reconstituer le cartilage détruit, il y a rien à faire. Et donc, traitement curatif. On voudrait aussi changer le monde si nous montrons notre efficacité dans d'autres maladies induites par cette fameuse inflammation de bas grade, inflammation chronique. Le monde de la douleur aussi qu'on va tester avec l'essai de phase 2 dans la douleur post-op. Donc, un très beau projet médical. On a une équipe et des soutiens qui sont solides. Nous vous sommes très reconnaissants et j'insiste vraiment sur le partenariat avec Happy Capital et plusieurs d'entre vous qui nous soutiennent depuis le début parce que ça a été très important pour la confiance qu'on a pu acquérir auprès d'autres investisseurs, que vous ayez été présents. Et on espère bien pouvoir vous remercier à la fois en vous donnant la satisfaction de partager un succès dans un magnifique projet de recherche, mais aussi d'avoir un fort retour sur investissement. Voilà. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation. Peut-être tu peux mettre le slide avec vos contacts, si les uns les autres voulaient vous contacter en direct. Et peut-être laisser quelques instants. Voilà, pendant qu'on reprend les questions. Alors, il nous reste 20 minutes parce qu'on a commencé à 35. Donc, on a une trentaine de questions. Ça veut dire qu'il faut essayer d'optimiser les réponses, messieurs. Il y a des questions qui s'adressent plus aux scientifiques, c'est-à-dire Jean-François, d'autres plus aux financiers, c'est-à-dire Hervé, et d'autres plus à l'opérationnel, peut-être pour toi, René. Donc, quand vous êtes complémentaires, vous choisissez les uns les autres qui répond, si ça vous va. Mais avant ça, Monsieur Soukir, vous devez partir dans 5 minutes. Vous aviez une question ou pas? Oui, pardon, excuse-moi Antoine. En fait, j'avais une petite question. C'est une question de curseur. En ce qui concerne comment est-ce qu'on s'assure du fait qu'on en fait trop ou pas assez pour limiter la production d'IL6? C'est peut-être une question stupide, mais j'ai un peu l'impression que la protéine IL6 en fait est nécessaire, qu'on doit continuer à en produire un certain
Oui. une certaine quantité, un certain voilà, et c'est l'excès en fait qui est véritablement qui est pathogène. Et donc comment on règle là en l'occurrence avec Alors, l'injection? je vais commencer la réponse et Jean-François, tu me compléteras si nécessaire. Donc, vous avez parfaitement raison. On ne veut pas inhiber complètement la protéine IL-6. On en a besoin en cas d'infection, en cas de blessure. Donc, on produit des anticorps dont la quantité est modérée et qui vont donc écrêter le niveau d'IL-6 excédentaire. Donc, on a un niveau basal et tout ce qu'on fait, c'est vouloir retourner au niveau basal d'anticorps, de protéines IL-6. Et on sait qu'on peut y parvenir parce que toutes nos expériences chez l'animal ont montré qu'on avait une réponse immunitaire modérée et non pas, disons, une explosion d'anticorps anti-IL-6. Et c'est pour ça d'ailleurs, Monsieur Souquier, que notre produit est adapté à l'arthrose quand d'autres anti-IL-6, qu'on appelle les anti-IL-6 monoclonaux, ne le sont pas parce que l'inhibition est beaucoup trop forte et risquerait justement de créer d'autres problèmes. Voilà, donc on fait une réponse modérée et on a mesuré chez l'animal que c'était bien le cas, chez le singe notamment qui a la même formule de peptide de l'IL-6 que l'homme, et on va vérifier lors de cet essai de phase 1 qu'il en est de même chez l'homme. On va mesurer les quantités d'IL-6 produits, mais on est bon, Jean-François, je parle sous ton contrôle, très confiant quant au fait qu'on ne va pas avoir une explosion de la quantité d'anticorps anti-IL-6. Et l'inhibition est fonction de la quantité injectée ou pas? Enfin, je sais pas, voilà, En fait, oui, il y a deux effets. Il y a l'effet dose, donc quelle quantité vous injectez. Donc ça, on a fait de nombreuses expériences chez l'animal et on a descendu même les doses le plus possible pour pouvoir générer juste ce qu'il faut d'anticorps. Pour vous, à titre d'exemple, ce qu'on va faire chez l'homme, donc c'est 5 fois plus petit que ce qu'on fait chez le singe, et même 20 fois plus petit dans le cas de la dose plus élevée. Donc on est prudent. L'autre facteur, c'est l'espacement la chronologie de vaccination, c'est-à-dire l'écart entre les différentes piqûres pour initier le processus vaccinal. Il en faut 3. T0, T1 mois, T4 mois. Ce sont vraiment les deux paramètres, la quantité et l'espace. Jean-François, tu veux rajouter quelque chose? Un dernier petit mot. D'abord, c'est parfait tout ce que tu as dit. Juste pour dire que naturellement, chez tous les individus, il y a des anticorps anti-IL-6. On a tous une balance IL-6 anti-IL-6 native. Et ce qu'on fait avec l'immunisation, on change la balance vers les anti-IL-6 pour diminuer l'effet de l'IL-6. Donc, on agit de manière très naturelle, entre guillemets, ce qui n'est pas le cas des monoclonaux qui sont un peu des bombes atomiques où ils bloquent tout et qui ont à cause de ça des effets secondaires. C'est pour ça qu'on ne peut pas les utiliser pour des maladies relativement gérables comme l'arthrose. Nous sommes bio. Et d'ailleurs, dans ce cadre, il y a peut-être un point sur lequel il faut insister, c'est que c'est d'ailleurs, de mon point de vue, IGNAR, c'est pas véritablement un vaccin, parce qu'en fait, il y a pas, on n'introduit pas véritablement de corps étrangers ou de virus, même en fait désactivés en l'occurrence. Exactement. Tout à fait. Exactement, et c'est ce qu'on a répondu ou fait répondre. Donc, quand le médecin avait ce genre d'objection, on lui a dit, mais est-ce que vous dites bien que c'est pas la grande différence avec un vaccin, c'est qu'il n'y a pas de pathogène, il y a uniquement un peptide d'une protéine qui existe déjà dans l'organisme. Voilà. Ok, merci, Monsieur Souquier, merci beaucoup pour votre question éclairante pour tous, je pense. Donc, il nous reste 15 minutes pour 30 questions. Ça va être rock'n'roll, mais on va y arriver. Alors, la première question, c'est, on y a partiellement répondu déjà. Plan de financement prévu jusqu'à la sortie. Quel horizon de sortie? Est-il prévu d'accroître la visibilité de Peptinov aux US? Voilà, donc c'est surtout la dernière partie-là auquel on n'a pas répondu déjà. Donc, le but, c'est de faire une levée de 2,5 millions d'euros. Et si on y parvient, a priori, il n'y a pas besoin de faire d'autres bridges jusqu'à la grosse levée de phase 2. Donc, la levée de phase 2, elle serait, l'ordre de grandeur, c'est 10 à 20 millions d'euros, voire 30 si on voulait faire 3 maladies simultanément. Donc, c'est deux étapes a priori. Une pour la fin de la phase 1, l'autre pour la phase 2. Parmi les financiers
qu'on a d'ailleurs déjà commencé à approcher. On a approché un fonds d'investissement américain et un seul, parce que si on l'accroche, ils sont tellement bons et réputés dans la santé qu'on sait que tous les autres suivront. On les a vus avant-hier, et là aussi, sous le contrôle de Jean-François, on a pour l'instant un excellent retour et ils attendent avec impatience les résultats de notre essai clinique. Mais on n'a pas prévu, donc on a un fonds américain qui s'intéresse à nous en réponse à la question. Ok. Alors, il y a une question par après sur les perspectives de finalisation, assez de budget, mais ça, on y a répondu déjà. Rendement, on y a déjà répondu, et de concurrence. Alors, ça rejoint la toute dernière question posée par Nicolas Beaumont par rapport à ACS Biotech, qui est une société qu'on a financée sur Happy Capital et qu'on soutient aussi de manière historique. On a un peu la plateforme de l'arthrose, hein, si on regarde, finalement. Enfin, on a en tout cas un biais sectoriel dans la santé et un biais dans la santé sur l'arthrose, on peut dire. Quel est votre avantage concurrentiel et technologique par rapport à ACS? Si on peut revenir là-dessus rapidement. Je préférerais je vais répondre à la question d'abord en disant que 250 millions de patients, ça fait un marché énorme et franchement, on ne sera pas trop de plusieurs sociétés, ACS et d'autres, et Petinov au premier chef, pour répondre à l'enjeu arthrose. La deuxième chose, c'est, je l'ai dit tout à l'heure, c'est que on a des modalités d'action qui font qu'on est plutôt pertinent, nous, Petinov, au stade précoce de la maladie. Alors ces stades, ils sont codifiés. Il y a des stades radio, on les voit à la radio. Donc on peut définir le stade de Peptinov et le stade, disons, initial à moyen de l'arthrose, alors que les thérapies alternatives, pour la plupart, l'écrasante majorité de ce que vous appelleriez la concurrence, mais moi je dis encore une fois que le marché est large, ça vise plutôt à reconstituer le cartilage détruit ou à stimuler la repousse du cartilage ou à injecter des cellules souches, par exemple les cellules provenant de l'abdomen. Il y a un projet mené par l'Université de Montpellier où on espère que ces cellules souches vont se convertir en cellules du cartilage, des chondrocytes. Bref, c'est faire reconstituer le cartilage. Et ça, c'est plutôt pertinent pour les stades aval quand le cartilage est déjà détruit. Donc voilà, je ne veux pas commenter ACS Biotech. Je trouve qu'en plus ce serait pas, ils sont également sur Happy Capital, mais retenez l'idée que nous on est stade précoce, les autres sont plutôt stade tardif, voire substitut à l'opération l'arthroplastie du genou. Ok, merci beaucoup. Alors une question autour du Covid. Quel a été l'impact du Covid-19 sur votre, le déroulé de l'avancement du candidat médicament? Et puis, j'aimerais bien qu'on pose aussi la question inverse. Quel est l'impact du candidat médicament sur le Covid-19 potentiellement? Donc, une question pour toi, René, et l'inverse pour toi, Jean-François, si ça vous va. Oui. Même si je ne pourrais pas m'empêcher de répondre aux deux. Ah mais vas-y, non mais moi l'impact du Covid-19, bon, ça nous a légèrement retardé dans la levée de fonds l'année dernière, mais bon, on visait 1 million, on a fait in fine 965 000 euros, donc on va dire c'est mineur. Par contre, ça a retardé le recrutement des patients Covid, comme je l'ai dit. Moi, j'espérais que ce recrutement serait terminé au printemps de cette année, et en fait, c'est le 1er mars qu'il a démarré. Donc, on peut dire qu'on a pris 9 mois dans la vue, peut-être un peu moins, mais du fait du Covid. Et à la deuxième question, même si je laisserai Jean-François dire ce qu'il veut après, j'ai dit tout à l'heure qu'on retrouve de l'IL6 dans la fatigue chronique et l'état d'abattement vaguement dépressif qu'ont une partie des gens qui souffrent de ce qu'on appelle le Covid long. Je pense que on pourrait être une réponse ou un élément de la réponse, comment traiter les gens qui souffrent d'excès d'IL6 provoquant cette fatigue par notre immunothérapie. Jean-François ? Tu es peut-être en mute. Oui, ça y est. Oui, non, je pense exactement comme toi. Maintenant, c'est effectivement beaucoup de moyens développés pour évaluer ces applications. Donc, on se concentre pour l'instant, bien entendu, sur notre VASA et ensuite sur l'arthrose. Mais les applications ultérieures pourront effectivement toucher le Covid long. Ça va être une très, très bonne piste. Oui, dernier point, c'est que quand on aura les résultats de phase 1, on saura exactement les quantités d'anticorps produites chez l'homme, au moins chez 24 patients, et ça nous permettra de comparer ça au niveau d'IL6 qui sont sécrétés dans le Covid long. Ok, merci.
Alors, quelles sont les autres pistes développées par la concurrence? Là, tu as répondu, donc Oui. on va se refaire la question. Sous quelle forme sera administré le traitement? Injection ou voie buccale? Injection sous-cutanée. Voilà. Et est-ce qu'on devra le Et prendre? Alors, je précise qu'elles n'ont été, on a interrogé les 2 patients, ils ont dit qu'ils n'ont rien senti. Bon, ce n'étaient que 2 d'accord. patients, mais voilà. Et est-ce qu'on devra prendre le traitement chaque année? Quelle posologie? Alors, si l'inflammation s'arrête, pas besoin. Donc, imaginons que l'inflammation ait été créée par un choc, soit un choc physique, soit même un stress, comme souvent on en trouve à la source des inflammations chroniques. À ce moment-là, une fois qu'on aura arrêté l'inflammation par notre traitement, et si pour peu que la source de stress ou le choc ne soit plus là, plus besoin. Si par contre, imaginons par exemple un patient souffrant d'obésité, laquelle suscite de l'inflammation chronique et de l'excès d'IL6, s'il n'y a pas de changement dans son état physique, il faudra continuer à réinjecter des anti-IL6 parce qu'il continuera à produire de l'IL6 en excès. Ok. Merci à Alain F pour sa question. Pourriez-vous nous en dire plus sur les membres du conseil médical, du conseil stratégique? Donc, tu as présenté les équipes. Est-ce que tu voulais rajouter des choses sur ça? Conseil médical, on a 2 spécialistes mondialement reconnus de l'arthrose. Donc, je mets surtout l'accent sur le professeur Berenbaum, qui a dirigé la Société internationale de recherche sur l'arthrose et qui a aussi été patron de la Société française de rhumatologie. Et on a un spécialiste d'une autre maladie inflammatoire très répandue, qui est la polyarthrite rhumatoïde, même si elle est plus rare que l'arthrose. Et dans le domaine de la douleur chronique, j'ai cité le médecin danois, le number one en termes de récupération post-chirurgicale. On a aussi un médecin français qui est à Lariboisière, qui a créé l'association Douleurs sans frontières, et enfin un professeur belge qui est lui-même très réputé dans la douleur chronique. Donc ça, c'est pour le conseil médical et scientifique. Dans le domaine du conseil stratégique, je crois qu'on a vu tous les membres tout à l'heure. Oui, tout à fait. Question de Monsieur Boucher. Le brevet ou le produit a-t-il vocation à être vendu un jour à un Big Pharma? Oui, ce sera la source de revenus. Alors, le terme vendu, bon, il y a plusieurs façons de faire. Vous pouvez vendre un brevet et à ce moment-là ne plus en être propriétaire et vous renoncer à toutes les applications. Ou vous pouvez avoir un accord de licence où vous donnez l'exclusivité à la pharma dans le domaine considéré. Étant donné le nombre d'applications potentielles, je dois dire qu'on réfléchira 2 fois avant de vendre tout court. Ça va dépendre bien sûr des résultats de la clinique, mais ça va dépendre des résultats des tests aussi dans diverses maladies, dont l'inflammation de bas grade. Sachez qu'il y a un membre du conseil stratégique qui nous dit qu'une vente par appartement, où on fait un accord de licence dans l'arthrose, un autre dans la douleur post-op, un autre dans les maladies rares, ça devient à la mode et ça permet aux actionnaires évidemment de récupérer plusieurs fois leur mise. Ok. Alors, une question, merci pour ta réponse. Une question de César, je passe la question Covid qui a déjà été répondue. Quelle est votre principale force? Je dirais l'équipe. Je pense que je sais tout le monde, il y a énormément de projets biotech en France et ailleurs, et qu'il y a énormément de magnifiques projets. Maintenant, la solidité de l'équipe, c'est quand même ce qui fait en général la différence. Et, bon, je vais vous citer une petite anecdote, un peu prétentieux, mais c'est comme ça. La semaine dernière, on a fait une présentation à une entité de Biomérieux. Bon, c'était pas, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais bon, il commence à s'intéresser à nous. Et le feedback qui est revenu, c'est vous avez une magnifique équipe. Alors, la magnifique équipe, ça comprenait, il n'y avait pas seulement les membres de l'équipe dont on fait partie, mais surtout, il y avait aussi des membres du conseil stratégique, comme ce responsable de la pharma. Donc, il faut nous voir, quand je dis qu'on a une forte équipe comme étant notre force numéro 1, c'est vraiment au sens large, y compris avec les membres des conseils qu'on consulte régulièrement. Ok, merci. Alors, 5 minutes, 20 questions, ou 15, je pense, donc il faut un poil qu'on accélère. Les singes que vous aviez testés en préclinique étaient-ils atteints par l'arthrose, et si oui, est-ce qu'ils ont réagi favorablement? Non, ils n'étaient pas atteints par l'arthrose. Il faut des singes jeunes pour faire des tests. Le but des tests, c'était de vérifier s'ils pouvaient produire des anticorps. Et malheureusement, il n'est pas éthiquement acceptable d'induire des arthroses parce qu'il faudrait déboîter des ménisques de singes. Et ça, fort heureusement, ça ne se fait pas dans nos contrées.
D'accord. Donc la question de M. Boucher, comment sait-on qu'un singe a moins mal au genou? On Ne ne le trouvera sait pas de pas. réponse. On ne le Eh sait ben, pas. On ne le bravo. sait pas, mais on le saura pour le. Il y a si on a un deal dans le domaine vétérinaire, hein, ce qui est possible, bon, chez Ouais. le chien et peut-être chez le cheval, là, il y a des moyens de le savoir. OK. Alors, une question de Brigitte G. Des concurrents sérieux à craindre pour Peptinov à court terme? C'est pas le terme crainte. Je pense il y a des stratégies thérapeutiques différentes qui sont très intéressantes, hein. On prétend pas que s'attaquer à l'inflammation, c'est la seule voie possible et la seule qui vaille. On pense que dans ce domaine-là, on a un savoir-faire qui est un petit peu unique. Il y a 2-3 autres labos dans le monde qui savent susciter des anticorps contre ses propres protéines, mais ils sont pas présents dans l'arthrose. Et du fait qu'on a déposé des brevets, on est assez tranquille. Mais il y aura d'autres stratégies dans l'arthrose et j'espère sincèrement qu'elles marcheront elles aussi. OK, merci. À combien de patients s'élèvera l'accord? Tu l'as dit 24. Oui. Tu as parlé de double aveugle. En 2 mots, tu peux rappeler la notion? Oui, double aveugle, ça veut dire que ni le médecin ni le patient, et en fait, en réalité, personne donc ne sait s'il reçoit un placebo ou s'il reçoit le produit. Ce double aveugle n'est levé qu'à la fin de l'essai où on regarde qui a reçu quoi. Et là, ce n'est qu'en cas d'incident grave que l'aveugle serait levé pour voir ce que la personne avait reçu. Donc, tu as dit qu'il y avait déjà 2 personnes injectées. Ça veut dire qu'on est sûr déjà qu'il y a eu l'injection du produit ou ça peut être 2 placebos? Non, c'est pas possible parce que c'est par groupe les administrations sont par groupe de 4, comprenant 3 produits et un placebo. Donc, à 2, tu es certain d'avoir au moins un produit. Donc, c'est un jalon de plus, j'ai envie de dire, Oui. vers la validation de l'innocuité. Bien dit. OK. Comment sait-on ça? Quel est le passage de phase le plus risqué pour une biotech? Alors, de manière générale, c'est une question un peu step back. Je pense que chaque phase enfin, là, on parle quand on est en clinique, parce que je n'ai pas le chiffre en tête, mais il y a peut-être 90% des biotech qui meurent avant d'arriver en clinique. Tu veux dire quelque chose, Hervé? Non, mais c'est juste qu'en général, c'est le passage de la phase 2 qui. C'est l'heure de vérité, c'est l'efficacité. Donc, c'est au moment de la phase 2. Et si la phase 2 se passe bien, c'est là où on fait l'accord de licence. Mais je dirais que bon, des biotech qui disparaissent en phase 1, ça arrive aussi. Je pense pas, sincèrement pas que ce sera notre cas. OK. Avez-vous des premiers contacts avec des big pharma sans forcément citer le nom, même si tu as parlé de Biomérieux, je crois, tout à l'heure, en vue d'une cession des droits de licence à terme Édouard S? Oui, on en a 2-3 qui ont démarré, mais je fais partie des gens qui préfèrent faire les choses avec des résultats en main. Donc, je préfère, pour intensifier ces résultats, quand on ira voir, par exemple, les top 10 dans l'inflammation, on le fera avec ces résultats-là. Ceux à qui on parle sont un peu pour des raisons historiques, où ils nous ont contactés spontanément. Donc, on a des contacts, mais on préfère attendre en dehors des 2-3 avec qui on est déjà en contact, dont effectivement Biomérieux. Et je rajouterais que par le passé, on a effectivement discuté avec des groupes qui sont dans le top 10 hein, des pharma dans le monde. Et effectivement, le feedback qu'on a eu, c'était vous avez une très bonne science, on a hâte de voir vos résultats cliniques, donc on y est bientôt. OK. Alors, un peu pardon? On n'a rien dit. OK. Un peu dans la continuité de cette question, la tendance est à la généralisation des médicaments, peut-être à la fin de vie de certains brevets côté Big Pharma. Est-ce que vous pensez que la R&D, au-delà de cet état de fait que je vous demande de valider ou d'invalider, donc ce caractère de fin de vie des brevets en possession des Big Pharma, est-ce que vous pensez aussi que dans le même temps, la R&D est un peu délaissée ou transférée vers des sociétés comme la vôtre par les Big Pharma qui attendent finalement avant de prendre des risques? C'est un fait. Bon, je ne mets pas de jugement de valeur sur la stratégie des Big Pharma, mais quand on regarde le pourcentage de R&D des Big Pharma qui provient de l'interne versus ce qu'ils achètent des biotech, on est en train, donc la majorité, donc je crois qu'on a dépassé en moyenne les 50%, peut-être même 60% de leur R&D maintenant vient de brevets ou de sociétés qu'ils ont rachetés. Ok. Bon, on est en train de déborder un peu, désolé, je pense qu'en 4 minutes, on arrive à finir. Question de Monsieur Boucher, pourquoi aucun gros labo n'a souhaité souscrire aux dernières levées de fonds? On ne leur a pas demandé.
De même, on n'a pas sollicité de fonds d'investissement parce que on veut faire un deal qui soit vraiment intéressant, et ça sert à rien de faire un deal si vous êtes en entrée de phase 1 où vous dites bah, peut-être on va faire ceci, peut-être on va faire cela. On préfère aller voir un labo avec des résultats entre les mains et avec aussi une stratégie qui soit forte, parce que vous voyez, plus on attend, plus on a des billes entre les mains pour pouvoir leur dire, bah, écoutez, il y a arthrose, il y a douleur chronique, il y a ceci, il y a cela, inflammation de bas grade. Donc, on préfère attendre, ce sera plus lucratif, plus valorisant pour tout le monde. Et je rajouterais qu'en fait, en pratique, les groupes pharma ne rentrent pas au capital des biotech à notre stade de développement. Ce qui peut se passer, ce sont des partenariats R&D, mais pour cela, il faut des data cliniques. Okay. Mais ça peut arriver, cela dit. Hein. C'est arrivé qu'ils te rachètent en phase 1. Mais on ne serait pas très chaud. On a vu des biotech prévoir des accords de licence dès la phase 1. Oui, c'est vrai. Ça peut se passer, effectivement. Alors, l'équipe est constituée de combien de personnes? On l'a vu. Comment va-t-elle évoluer? Est-ce que vous avez des postes à prérogatives particulières que vous allez compléter sous peu? Pas sous peu. Là, on a 10 personnes, on a une stagiaire et on en aura une deuxième. Donc, non, a priori, pour la phase 1, on a tout ce qu'il faut. Le début de phase 2 aussi. Après, si on fait plusieurs phases 2 simultanément, donc là, il faudra sans doute avoir quelques personnes supplémentaires qui seront spécialisées dans les domaines des maladies supplémentaires. Ok, alors Nicolas, qui a dû quitter depuis la présentation, pose la question suivante. Bravo pour votre projet. Quel est votre avantage concurrentiel technologique par rapport à ACS? On a déjà répondu à cette question. Au préalable, Pierre L avait donc posé la question. Merci à lui d'avoir posé la question. Et Roger M pose la question suivante. Votre traitement permettrait-il de bloquer complètement la destruction du cartilage en dépit du vieillissement des cellules du cartilage? Alors, oui, ça pourrait se produire. Maintenant, il faut avoir en tête deux scénarios qui sont réalistes. Le premier, c'est ça ne stoppe pas complètement, mais ça recule de plusieurs années. Donc, ça veut dire qu'au lieu d'avoir une opération du genou dans 2 ans, vous l'avez dans 5 ans ou dans 8 ans. Et ça vaut beaucoup d'argent. Et l'autre scénario, c'est que l'inflammation est cause de destruction du cartilage, donc qu'on peut le stopper complètement. Je ne suis pas médecin. Ce que j'ai lu me suggère que ça dépend aussi de l'état et de l'âge du sujet. Mais même chez un sujet très âgé, mais qui aurait un cartilage en relativement bon état, on pourrait espérer le stopper complètement. Jean-François, si tu as un avis différent, n'hésite pas à me contredire. Non, je suis complètement aligné sur ce que tu dis, ça me va tout à fait. Ok, bah, on arrive au bout de cette présentation, donc 1h05, on a un peu débordé, désolé. Moi, je vais vous laisser conclure, hein, messieurs, mais je voulais juste vous dire que voilà, on était évidemment ravis de travailler avec vous une fois de plus, fiers aussi de soutenir votre projet. Au-delà de la cause arthrose, qui est massive, hein, 250 millions de personnes, ça représente un pourcentage non négligeable de la population mondiale, et puis ça va ne faire malheureusement qu'évoluer de manière croissante. On est content de soutenir la recherche française, qui a un terreau super fertile. Notre pays a toujours de tout temps été capable en recherche, et vous reprenez le flambeau de manière magnifique. Et puis à l'heure où on n'a pas réussi à trouver de vaccin contre le Covid, on espère de tout cœur qu'on a là trouvé un traitement contre l'arthrose. Voilà. Merci infiniment pour ces commentaires, Antoine, et merci beaucoup à toutes les questions qui étaient très bien. Merci de votre temps. Merci. Merci. Et bien voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Vous pouvez les retrouver sur www.api-capital.com. Vous pouvez retrouver l'ensemble du projet et ses détails. On est à votre disposition pour répondre à vos questions. Puis je vous remercie encore pour votre temps. Je vous souhaite un très bon appétit et à très bientôt.